Bonjour à tous, merci d'être là. On est présent aujourd'hui à l'appartement Rive pour discussion avec The Fork, Gary Gagnon et Kill Bills. Clément Nicolas, bienvenue, merci beaucoup d'être présent cet après-midi. Moi déjà je suis Pauline, je suis responsable de la communauté chez Brigade. Donc Brigade, c'est une application qui met en relation des indépendants de la restauration avec des établissements dans le secteur de la santé et du soin. Nous lançons des événements aussi à destination des restaurateurs et restauratrices sur Paris et aussi bientôt en région. Et on a vraiment la chance aujourd'hui d'avoir deux intervenants, comme je le disais, The Fork et Kill Bills sur comment réussir sa rentrée grâce au digital. Beaucoup d'éléments on va vous partager aujourd'hui grâce à nos invités et replacer un petit peu aussi tout ça dans le contexte actuel. On va faire un point sur la saison estivale, évidemment. The Fork a pas mal d'éléments à nous partager et après vous donner des clés, des conseils pour se lancer aussi dans la digitalisation pour certains d'entre vous qui hésitent encore un peu ou qui ne savent pas non plus comment s'en sortir avec toutes les applications et les solutions qui existent et faire en sorte que vous puissiez être opérationnel pour cette rentrée et aussi pour 2024. Super, donc je vais laisser Gary et Clément se présenter et on attaquera. C'est gentil. Bonjour à tous, merci d'être venus et d'avoir vaincu ce mauvais temps. Moi c'est Clément, je travaille pour Kill Bills, je suis directeur commercial et responsable des partenariats également. Kill Bills, c'est une start-up qui existe depuis 3 ans, qui fait de la dématérialisation de tickets de caisse, mais j'y reviendrai sûrement après. Bonjour à tous, alors moi je suis Gary, je suis directeur de grand compte chez The Fork. Alors The Fork, anciennement La Fourchette, c'est une société qui existe depuis à peu près 16 ans maintenant. Et effectivement on est complètement sur nos sujets du quotidien parce qu'il est question de digitaliser la restauration, d'apporter des solutions pour qu'un restaurant puisse trouver de quoi pouvoir se rendre visible, avoir une e-notoriété, etc., etc. Voilà, notre accompagnement au quotidien, c'est de faire ça. Ce serait pas mal, je pense, de faire un peu un tour 360 de comment s'est passée la saison estivale. Cette saison 2023, donc cette saison estivale, alors, effectivement, on est sur une période où on continue de se plaindre de l'inflation, on continue de se plaindre du contexte actuel. Cependant, on a quand même des signaux positifs sur cet été. On est sur un été qui commence à montrer en fait les prémices d'une reprise assez durable et qui ressemblerait un peu plus à ce qu'on connaissait avant Covid. Donc oui. Après, il faut être assez lucide. Inflation, manque de main-d'œuvre, la météo à certains endroits, etc. Ce sont toujours des choses qui ne nous permettent pas encore de nous projeter. Mais oui, on commence à retrouver des signaux qui nous font penser à ce qu'on connaissait en termes de croissance et en termes d'indices, j'ai envie de dire, d'indicateurs, qui sont un peu plus égales à ce qu'on voyait avant Covid en 2019. Vous voulez parler rapidement de la loi AGEC, donc ce qui s'est passé le 1er août, de manière un peu furtive, alors que tout le monde était en vacances. Ouais. Alors déjà, pour remettre un peu de contexte, la loi AGEC, elle existe depuis 2020. C'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire. En gros, elle a plusieurs axes, notamment celui qui est arrivé et qui nous intéresse, nous, sur le mois d'août 2023, avec l'arrêt de l'impression systématique des tickets de caisse. En gros, dans un restaurant, avant, il sortait systématiquement le ticket. Maintenant, c'est l'inverse. Il ne sort pas et on demande si on le veut ou pas. Donc, pour nous, parfait, puisque nous, on le dématérialise. Et en gros, le plus gros job qu'on a eu à faire, c'était d'expliquer cette loi, parce que c'était un peu flou. Elle a été repoussée plusieurs fois. Les restaurateurs ne comprenaient pas ce qu'ils devaient faire, s'ils devaient faire une mise à jour. Ils ont tous appelé leurs éditeurs de logiciels de caisse. Donc voilà, nous, on a fait un gros travail d'évangélisation, d'explication. Et comme on est une solution qui est complètement gratuite pour les commerçants, ça j'y reviendrai, je vous expliquerai pourquoi, ça leur parle. Il n'y a pas 50 000 solutions qui existent aujourd'hui sur le marché pour dématérialiser un ticket. Il y a l'envoi par mail, le QR code. Pour les notes de frais, du coup, il faut prendre une photo du ticket de caisse. Et nous, en gros, le principe, c'est lors du paiement du client dans un restaurant, il paye par carte. Si on a l'intégration dans le logiciel de caisse et l'intégration avec la banque du porteur de carte, on fait remonter le ticket dans l'espace bancaire du consommateur.
Donc il va récupérer dans son espace bancaire une ligne de transaction avec le nom du restaurant. Il clique au bout, il y a un petit logo fichier et il y a un petit PDF, ticket de caisse qui s'affiche. En gros, il est stocké là où il doit être en fait, très clairement. Surtout pour la partie note de frais, et c'est pour ça qu'on s'attaque principalement à la restauration dans un premier temps. Aujourd'hui, les notes de frais, c'est je prends en photo mon ticket de caisse que j'ai sorti en papier pour l'envoyer ensuite dans un endroit qui est dédié à la gestion de notes de frais. Et ben nous, on arrête tout ça, on le fait remonter directement dans l'endroit où il doit aller. Donc ça simplifie la vie des professionnels qui vont consommer dans les restaurants. Et du coup, ça complète bien cette loi AGEC, puisque c'était le but d'arrêter de consommer du papier. Pour rappel, dans le monde, c'est 300 milliards de tickets de caisse qui sont émis chaque année. Je vous passe les détails sur le nombre d'arbres qui sont coupés, et les tonnes d'eau et de pétrole qui sont utilisés, sans parler du bisphénol A qui est présent sur les tickets de caisse. Enfin voilà. Et quel est le retour un peu de vos utilisateurs, des clients qui vivent sur cette loi? Dans la restauration, il y a deux types de restaurateurs. Il y a les restaurateurs très digitaux et il y a les restaurateurs traditionnels, moi j'appelle ça, qui sont un peu à l'ancienne. Et moi, c'est des endroits où j'aime bien les manger d'ailleurs. Mais voilà, il y a aussi cette frange de la population à convertir. Et maintenant, ils n'ont plus trop le choix. Ils ne peuvent pas passer à côté de la digitalisation, que ce soit pour la résa, pour la visibilité, pour la prise de commande. Enfin voilà, il se passe plein de choses. Donc ils sont obligés de s'y mettre. Et surtout, ce qui leur plaît, c'est qu'on est gratuit. Donc ça joue pas mal en notre faveur. Bon point. Super, du coup, je vais bien pouvoir un petit peu faire une transition. Tu as parlé pas mal de visibilité. Comment chez The Fork, vous accompagnez les restaurateurs, petits et grands, à accroître cette visibilité? Notre valeur ajoutée chez The Fork, réellement, petit aparté, on mange bien aussi dans les restaurants qui sont digitalisés. J'y vais ici. Non, notre valeur ajoutée à l'heure actuelle, elle est de faire comprendre à un restaurant qu'il a aussi une vie lorsqu'il ferme son rideau. Il continue d'exister à divers endroits lorsqu'il ferme son restaurant, lorsqu'il quitte le restaurant après son service. Et c'est de lui emmener toute cette réflexion et tout ce côté expertise du digital. Et notre premier métier, c'est de rendre réservable un restaurant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est-à-dire de ne pas le rendre dépendant d'être présent au restaurant quand son téléphone sonne. C'est la première chose qu'on essaye de lui faire comprendre. Donc, l'amener sur une réflexion qui va sur... il se passe une vie avant le service, il se passe quelque chose pendant le service, et il se passe quelque chose après le service. Et lui emmener les outils qui permettent de l'accompagner sur ces 3 moments, sur ces 3 temps forts, essentiels dans la vie et dans la venue d'un client, d'un quelconque client qui pourrait venir chez lui. Autre parenthèse, on n'est peut-être pas une solution gratuite, mais on est une solution qui apporte de la valeur au restaurant. C'est-à-dire qu'en le rendant visible, on va potentiellement lui apporter des clients qui n'auraient pas naturellement pris le choix d'aller manger chez eux. Donc on est là, le seul acteur du marché capable de dire à un restaurant, voici un portail sur lequel on génère du trafic, voici un portail sur lequel il peut y avoir tes futurs clients. Dans ce cas-là, on va le conseiller sur une visibilité, comment ça se gère, comment ça peut se travailler pour se rendre attractif, comment on peut effectivement parler de photos, de mise en avant de sa carte, de mise en avant de son menu, etc. Et après, il y a toute la partie après-service, et là, il y a la question qu'on se pose, c'est ce client-là, on a bien aimé l'avoir dans son resto, qu'est-ce qu'on fait pour le fidéliser, le faire revenir? Voilà, comment garder le contact, avoir des outils qui lui permettent de rester, de communiquer auprès de ses clients, de rester vraiment dans la mémoire du client pour qu'il ait le réflexe de revenir la prochaine fois. La valeur ajoutée chez Kill Bills, la digitalisation, on en a parlé. Quel est l'impact aussi financier aussi pour vos clients? Ouais, ça c'est toujours un argument, la phase coût. Comme je disais, nous on est donc une solution qui est gratuite. Pour les commerçants, on s'intègre au logiciel de caisse et en gros c'est les banques qui nous payent. Les banques elles sont ultra friandes de notre service parce que ça leur permet de se digitaliser, de proposer un service supplémentaire à leurs utilisateurs. Ça leur permet de mieux affiner les dépenses, les catégorisations de dépenses. Donc pour tout ça, ça nous permet de le faire gratuitement pour les commerçants. Après, pour les commerçants, en termes de coûts, au-delà du fait que nous sommes gratuits, il y a quand même le papier à supprimer, les coûts de papier, même si ce n'est pas des sommes astronomiques. On peut quand même prendre l'exemple d'un KFC ou d'un McDonald's, je pense qu'il y a un peu de papier qui sort tous les ans. Ça peut faire un petit peu d'économie, qui peut être repoussé dans le marketing pour faire d'autres choses, pour le coup, plus intéressantes. Et surtout le temps, nous on leur fait gagner du temps, parce qu'il n'y a vraiment pas de friction au passage en caisse, c'est fluide, il n'y a aucune action, il n'y a pas de mail à rentrer, il n'y a pas de scan de QR code, et on sait tous que le temps c'est de l'argent, surtout dans la restauration, où il y a des phases entre midi et 14h,
où c'est le feu, et prendre des adresses mail en caisse, c'est pas possible, scanner des QR codes, ça prend du temps. Donc s'il peut y avoir, ne serait-ce qu'un outil qui puisse permettre de digitaliser les tickets de caisse sans qu'il se passe rien, c'est parfait pour eux. Donc vraiment, en termes d'économie de coût, je pense que c'est ça. C'est une solution qui est gratuite, qui fait gagner du temps, et éventuellement qui peut faire économiser un peu d'argent sur le papier, quoi. J'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur la partie un peu gestion des no-shows. Comment vous accompagnez du coup pareil, les établissements sur ce sujet? Le no-show, c'est le fléau que tout le monde combat dans la restauration, et pas que d'ailleurs. On s'est rendu compte que la majorité des no-shows qui sont générés, ils sont générés parce que le client il l'oublie. Très bien, on peut dans ce cas-là inventer un système de rappel de la réservation, on peut inventer pas mal de communication automatique qui permettrait au client de ne pas oublier sa réservation et de mettre en place l'outil qui fait que cette fois-ci il préviendra le resto en temps et en heure. Nous on observe sur pas mal de nos clients, on observe pas plus de 1,5%, 2% de nos shows. Pourquoi? Parce que tant avec les rappels qu'avec l'empreinte bancaire, on sait se dire que on sécurise un maximum les réservations. C'est un petit peu notre façon de voir et j'ai envie de dire, de combattre cela, c'est de faire comprendre pourquoi ça existe et comment on pourrait y remédier. Ça, l'empreinte bancaire, on sait que dans le milieu gastro ou le restaurant haut de gamme, ça a tendance à bien fonctionner, être plutôt accepté. Est-ce que dans une typologie de restaurant justement peut-être plus traditionnelle, peut-être plus bistrot, ça n'a pas un impact sur les réservations? C'est-à-dire est-ce qu'on ne voit pas une baisse de réservation, de fréquentation? Notre point, il est de toute façon de jamais faire quoi que ce soit qui ralentirait les réservations. Bien évidemment que nous, on a imaginé une solution qui est complètement intégrée dans le tunnel de réservation, qui ne génère pas beaucoup plus de clics et qui ne fait pas perdre en conversion. Notre avis à nous, The Fork, c'est que ça rentre de plus en plus dans les mœurs, que ce n'est pas propre qu'à la gastronomie, que c'est quelque chose de plus en plus courant. Et bien évidemment que notre conseil, il est de dire, c'est peut-être pas quelque chose à activer à tous les services, mais ça ne choque plus personne, même dans un bon resto qui ne serait pas encore gastronomique, d'avoir une empreinte bancaire à la Saint-Valentin ou à jour de l'an. Quel est l'impact de solutions comme The Fork, solutions sur la fidélisation clientèle et comment vous l'amenez pareil et en quoi c'est un argument pareil pour non seulement bien sûr les clients qui vous utilisent déjà, mais pour vos prospects? Déjà, il faut remettre un petit peu le sujet dans son contexte. Le restaurateur n'a pas le temps. Donc le restaurateur, il a besoin d'optimiser tout. Il a besoin de trouver des solutions qui ne multiplient pas les écrans devant lui aussi. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire comprendre qu'avec un seul et même partenariat, avec un seul et même outil, on est capable effectivement d'intégrer une solution qui lui permet de garder le contact avec ses clients. Avec The Fork, le client, lorsqu'il fait une réservation, il rentre dans une base de données qui appartient au restaurant et libre à lui après d'avoir l'intelligence de communiquer au bon moment avec ces clients-là pour lui rappeler qu'il existe toujours et le faire revenir. C'est une solution emailing, une vraie, qui a bonne réputation sur le web et a complètement intégré, qui ne demande pas plus d'outils. Ça demande peut-être un minimum de temps pour pouvoir les configurer, les paramétrer, mais c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut aussi optimiser, qu'on peut aussi automatiser et optimiser pour que ça fonctionne assez aisément et c'est assez simple à mettre en place. Nous, The Fork, on a un programme de fidélité qui s'appelle le programme Yums. Et effectivement, on encourage le fait de continuer à faire des réservations et d'en faire un maximum parce que ça permet d'avoir des réductions sur son prochain resto. Donc oui, on ne fait pas des miles, on fait des Yums, mais c'est quelque chose qui est aussi dans notre ADN. On ne peut pas parler de digitalisation, de restauration sans évidemment parler de la gestion, des commentaires, des avis. Donc The Fork, comment vous accompagnez là-dessus? Plus que de vérifier, maintenant on fait son choix de restaurant en fonction des avis maintenant. Donc c'est quelque chose qui est très important dans le choix de son établissement, lorsqu'on soit petit déjeuner ou dîner. Nous, ce qu'on fait, c'est que déjà on est assez transparent sur un point qui est assez simple, qui est que sur The Fork, tout commentaire qu'il y a sur le site, c'est quelqu'un qui est vraiment venu manger. Donc on est sur des commentaires qui sont vérifiés, qui sont de clients qui sont vraiment venus manger. Donc si la réservation a été faite sur un établissement et que le restaurateur n'a pas signalé que c'était une réservation annulée ou un no-show, c'est automatique, le client a une demande de dépôt d'avis et peut laisser son avis. On modère l'avis, j'ai envie de dire, on l'oriente le client à commenter des choses qui nous sont vraiment utiles à la communauté. J'entends quoi par communauté, j'entends toutes les personnes susceptibles de lire l'avis sur le site, sur le portail des The Fork. On demande vraiment
donner une note à la cuisine, de donner une note à l'atmosphère, à l'accueil, des choses de ce style-là, pour qu'il reste assez factuel et qu'il nous parle que de ce qu'il a vraiment vécu au restaurant et qu'il ne sorte pas du contexte je commente et je donne une note au moment que je viens de passer. Donc voilà la force de The Farm, parce qu'on a cette notoriété sur le web, parce qu'on est aussi une plateforme sur laquelle on peut proposer à des clients où aller manger à l'instant T et lui donner une idée de la qualité du restaurant avec une notation, avec des commentaires vérifiés, etc. etc. D'ailleurs, j'invite les restaurants à répondre aux commentaires, aux bons comme aux mauvais. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'un commentaire, lorsqu'il est posté, il est lu par d'autres clients, d'autres potentiels clients. Et un client qui a besoin de lire les commentaires pour savoir s'il fait son choix, il va aussi apprécier le fait de voir que le restaurateur fait attention aux commentaires qu'il a sur sa page. Tellement il en fait attention, il y répond. Et du coup, c'est gagné en qualité aux yeux du futur client qui pourrait venir manger. Donc oui, on invite et on conseille, on essaie même d'accompagner les restaurateurs sur le fait de correctement répondre, de des fois mettre un peu moins d'émotion. Je vois beaucoup de restaurateurs qui me regardent, j'imagine qu'ils ont eu des moments où ils étaient agacés par un commentaire, mais surtout quand c'est faux. Alors, c'est ça le pire et c'est celui qui fait le plus de mal qui répond pas. Alors, autre chose, on a tendance à penser que le commentaire faux dans une masse de commentaires est forcément celui qui est le plus vu. Je vais vous répondre. À un client, lorsqu'il arrive sur le portail, il lit un certain nombre de commentaires. On imagine qu'il en lit entre 3 et 5. Il lit les premiers commentaires. Le client, s'il en lit 5, il y en a un de mauvais, bien évidemment qu'il va continuer de considérer que c'est un bon resto. Si le restaurant, sur ses 5 derniers avis, il en a 3-4 de mauvais, il faut qu'il se pose la question sur est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer. Enfin, c'est comme ça que nous, on essaye de faire comprendre aux restaurateurs qu'il y a aussi une pertinence à lire ce qui est écrit sur les commentaires et après à nuancer. Ouais, nous on en fait un petit peu parce qu'il y a des enseignes, vraiment pour le coup assez digitalisées, qui ont des applications qui sont utilisées pour la fidélité, pour les promotions, etc. Et il y en a pour qui on a fait remonter le ticket de caisse dans l'application, en plus de l'espace bancaire, puisqu'ils le voulaient. Et là, on peut pimper un ticket de caisse déjà aux couleurs de l'enseigne, mettre un lien vers le Google Review. Donc du coup, ils peuvent facilement, via le ticket de caisse, cliquer et partir sur une notation du restaurant. Et même principe pour la partie fidélité. Donc, s'il y a des enseignes qui sont vraiment open pour ce genre de choses, nous, on peut le faire. Un ticket de caisse, à la base, c'est juste un papier et nous, on le transforme en PDF. Et dessus, on y met les boutons qu'on veut, notamment des liens vers les Google Reviews. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que en un temps 3 mouvements, tu as ton ticket de caisse qui remonte, la possibilité de donner une note à ton restaurant, de participer au programme de fidélité. En gros, ça va vite, c'est simple et c'est assez cool. Bonjour, j'ai juste une petite question pour Dafor. Est-ce qu'il y a une pénalité pour les clients pour faire des no-shows? Est-ce que je peux faire des no-shows autant que je veux ou il y a une pénalité derrière ou comment ça se passe? Alors, pénalité au sens propre, il faut savoir que c'est régi par la CNIL et s'il y a des lois là-dessus, on ne peut pas blacklister un client en fait. D'interdire l'accès à un service, il y a toute une procédure, il faudrait le déclarer, c'est un process très long en France. Par contre, on vous donne un indice de fiabilité des clients. En fait, on donne un indice de fiabilité du client au restaurateur. C'est-à-dire que le restaurateur, quand il reçoit un client The Fork, il est au courant de son historique. De son historique de réservation générée sur The Fork, etc. Comme ça, on le sait. C'est pas quelque chose que j'aime dire pour que le client puisse se dire il peut choisir ses clients et les supprimer comme il veut, mais c'est quelque chose qui existe. Il y a un indice de fiabilité. On a aussi, nous, un service client qui est très à l'affût du profil qui ne génère que des no-shows, pour appeler, pour enquêter, pour faire le nécessaire. Donc, tâchons de peut-être plus penser à ce qui nous permettrait d'éviter ou de faire comprendre à ces clients-là qu'il va falloir qu'ils fassent plus attention, plutôt que de les empêcher d'accéder à un service, parce que c'est beaucoup plus délicat à l'heure actuelle. On ne peut pas demander une empreinte bancaire aux mauvais clients, par contre, on peut demander une empreinte bancaire au groupe. On peut demander une empreinte bancaire à certaines réservations qui arrivent sur des services où on a identifié qu'il y avait plus de no-show. Les clients qui réservent, finalement, ils ne viennent pas, comment on fait? Le client qui a réservé, finalement, il ne vient pas. J'ai envie de dire, à l'heure actuelle, avant, on n'avait pas de réponse. Maintenant, si on est un minimum digitalisé, ce client, il n'est pas venu, mais on avait noté son nom, son prénom, son adresse mail et son numéro de téléphone. Donc on pourra le rappeler un petit peu avant pour lui dire est-ce que vous allez bien venir, si on veut juste avoir une procédure de rappel des clients. Ou alors,
collecter toutes les infos des clients. Et on va savoir que la prochaine fois qu'il se présentera au restaurant, j'aurai mon petit warning parce que j'ai l'indice de fiabilité qui me dit qu'il n'est pas venu la première fois, etc., etc. Bien évidemment, de combattre d'arriver au zéro no-show, c'est assez utopique, mais de s'équiper d'outils qui nous permettent de au moins s'y retourner lorsqu'on en a besoin, etc. Ça existe de plus en plus et je pense que ça devient aussi un peu comme l'empreinte bancaire dans l'air du temps, en fait, dans les mœurs. Concernant votre solution de moins de papier possible, est-ce que de l'autre sens, on va couper ou on va enlever le contact humain? Non, il y a toujours un contact humain au moment du paiement. Il n'y a juste pas de transmission de ticket de caisse, mais nous on ne fait pas de paiement à table par exemple, ce que certains font. On ne rentre pas du tout dans ce schéma-là. Nous, c'est à partir du moment où il y a un paiement. Aujourd'hui encore dans les restaurants, la plupart des paiements se font à la caisse ou avec un serveur. Donc là, il y a toujours le contact humain. Nous, on va juste enlever l'étape de donner un ticket de caisse. On va proposer une solution alternative à ça. Mais ça n'enlève en rien la relation, quoi.